C'est juste de l'argent, Chloé, sois heureuse pour ton frère. Voilà ce que ma mère m'a dit. Ils m'ont volé 90 000 € pour financer le mariage de rêve de mon frère adoptif. Alors, le jour de la cérémonie, je leur ai envoyé une seule lettre et j'ai regardé, en direct, leur monde parfait s'écrouler. Vous voulez savoir comment une fille silencieuse comme moi a pu orchestrer une telle chose? Laissez-moi tout vous raconter. L'histoire est plus sombre que vous ne l'imaginez, et chaque détail compte. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, qui, je vous le promets, vous tiendra en haleine, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous venez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager et nous connecter. Maintenant, revenons à ce dimanche matin, ce dimanche d'apparence si paisible qui a marqué le début de la fin. Mon histoire commence dans la quiétude d'un dimanche matin ordinaire à Lyon. J'habitais un petit appartement charmant dans le quartier de la Croix-Rousse, un cocon que j'avais mis des années à me construire, avec une vue imprenable sur les toits de la ville. Le genre de matin que j'adorais, le silence à peine troublé par les bruits lointains de la ville qui s'éveille, l'odeur du café frais qui emplit la pièce, un bon livre posé sur mes genoux. J'ai toujours été comme ça, une fille tranquille, presque invisible. La fille responsable, celle qui paie ses factures à temps, qui ne fait jamais de vagues. Celle sur qui on peut toujours compter, mais qu'on oublie facilement lors des célébrations. J'étais la fille biologique, le fruit de leur amour, disait-il. Mais la vérité, c'est que mon frère adoptif, Lucas, a toujours été le véritable soleil autour duquel tournait l'univers de notre famille. Il l'avait adopté quand il avait 8 ans, un petit garçon brisé par la vie, et il lui avait tout donné pour le reconstruire. En le reconstruisant, il m'avait démantelé, pièce par pièce, sans même s'en rendre compte. Ce matin-là, mon téléphone a vibré sur la table basse, brisant la perfection de mon silence. C'était ma mère, Isabelle. J'ai longuement fixé son nom sur l'écran. Une boule s'est formée dans mon estomac. C'était une intuition que j'avais appris à reconnaître au fil des ans, un signal d'alarme interne qui me prévenait que quelque chose de désagréable allait se produire. Mais, comme toujours, j'ai ignoré cet instinct. J'ai décroché. Chloé, ma chérie. Sa voix était mielleuse, sirupeuse, trop douce pour être honnête. C'était sa voix de « j'ai besoin de quelque chose », une voix que je détestais. Salut maman. Tout va bien, ai-je demandé, déjà sur la défensive. Oh oui, trésor, tout va à merveille. Juste un tout petit contretemps, une broutille. Tu sais, ton père et moi, on a quelques soucis avec la banque ces derniers temps. Ces nouvelles réglementations, c'est un cauchemar. Des bêtises administratives, tu connais ça, toi qui es si organisé. Elle a ri doucement, un rire léger et faux. Je n'ai pas ri. Écoute, ma puce, j'ai une toute petite faveur à te demander. Ce ne sera que pour quelques jours, vraiment, une semaine tout au plus. Est-ce qu'on pourrait exceptionnellement utiliser ta carte de crédit pour payer un acompte urgent? La banque a bloqué un de nos virements et on ne veut absolument pas rater une occasion en or. On te rembourse dès que c'est débloqué, parole d'honneur. Le silence qui a suivi était lourd. Dehors, la vie suivait son cours. Mais dans mon petit appartement, le temps s'était suspendu. Chaque fibre de mon être hurlait non. Quel genre d'urgence, ai-je réussi à articuler, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Oh, rien de dramatique, ne t'inquiète surtout pas. C'est pour une magnifique surprise pour toute la famille, tu seras si heureuse. On ne voulait pas t'inquiéter avec les détails. Tu as toujours été si raisonnable avec ton argent, si fiable. Et puis, la famille, c'est fait pour s'entraider, n'est-ce pas? On est une équipe. Cette phrase. Cette maudite phrase. Leur hymne national. L'excuse universelle pour justifier tous les sacrifices, toujours à sens unique. J'ai fermé les yeux, imaginant déjà le pire. Mais la force de l'habitude, le poids de 20 ans de conditionnement à être la gentille fille, la fille fiable, a été plus fort que ma raison. D'accord, maman, ai-je soupiré, sentant une partie de moi mourir. Juste pour quelques jours. Merveilleux. Merci, ma chérie. Tu es un véritable ange. On t'aime si fort, ne l'oublie jamais.
J'ai raccroché, un goût amer dans la bouche. Je me suis dirigée vers ma cuisine, le cœur lourd. J'avais le sentiment étrange et désagréable que je venais de leur donner bien plus qu'un simple morceau de plastique. J'avais l'impression de leur avoir donné la permission de me briser, une bonne fois pour toutes. Et si je vous disais que ce n'était que le début ? Que se passe-t-il quand la confiance est trahie de la manière la plus spectaculaire qui soit, et que l'amour familial n'est qu'un prétexte pour la plus vile des escroqueries ? Après cet appel fatidique, les jours se sont transformés en semaines. J'étais complètement absorbée par un projet majeur au travail. En tant qu'analyste de données dans une grande entreprise d'informatique, les périodes de rush étaient intenses, et celles-ci battaient tous les records. Les journées de 12 heures étaient devenues la norme. Cette surcharge de travail était presque une bénédiction, elle m'empêchait de trop penser à cette histoire de carte de crédit. J'essayais de me convaincre que j'étais paranoïaque. J'ai même envoyé un SMS à ma mère une semaine plus tard, « Salut maman, juste pour savoir si tout s'est bien passé avec votre urgence ?» Sa réponse avait été rapide et vague, « Oui oui ma chérie, tout est réglé, ne t'en fais pas. On en reparle bientôt. Bisous. » Bientôt n'est jamais arrivé. J'ai laissé tomber, me disant que je devais leur faire confiance. Après tout, c'était ma famille. Quelle erreur monumentale. 3 semaines s'étaient écoulées. C'était un mardi après-midi, le ciel de Lyon était gris et menaçant. J'étais en pleine concentration, finalisant un rapport complexe pour mon directeur, quand mon téléphone professionnel a sonné. C'était un numéro masqué. Normalement, je ne réponds pas, mais pour une raison que j'ignore, je l'ai fait. Madame Chloé Rivière, a demandé une voix d'homme, professionnelle et neutre. Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Monsieur Dubois de la Société Générale, je travaille au service de vérification des transactions. Ne vous inquiétez pas, c'est une procédure de routine. Mon sang s'est glacé. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Une procédure de routine ? Oui, nous voulions simplement confirmer une transaction particulièrement importante effectuée avec votre carte de crédit la semaine dernière. Un montant de 90 000 €. J'ai failli éclater de rire. C'était une blague. Une mauvaise blague. Pardon ? 90 000 €? Vous devez faire erreur, monsieur. C'est impossible. Je n'ai jamais dépensé une telle somme de toute ma vie. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis le bruit discret d'un clavier. Non, Madame Rivière, il n'y a pas d'erreur. La transaction a bien été validée par notre système. Il s'agit d'un paiement unique en faveur du domaine de la Couronne. C'est un lieu de réception, spécialisé dans les mariages, si je ne me trompe pas, le domaine de la Couronne. Le nom a explosé dans mon esprit comme une grenade. Je connaissais ce nom. C'était un de ces châteaux de contes de fées dans le Beaujolais, un lieu inaccessible pour le commun des mortels, où un simple dîner coûtait le prix d'un mois de mon loyer. Ma gorge est devenue sèche. L'air semblait avoir quitté mes poumons. Je pouvais à peine respirer. J'ai balbutié un remerciement à l'employé de la banque d'une voix qui n'était pas la mienne et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que je n'arrivais pas à déverrouiller mon portable. Mes pensées s'entrechoquaient dans ma tête dans un chaos total. 90 000 €. Un mariage. Lucas. Ça ne pouvait être que ça. Lucas et sa fiancée, Camille, parlaient de se marier depuis des mois, et Camille avait toujours eu des goûts de luxe. J'ai finalement réussi à trouver le numéro de ma mère et j'ai appelé. Directement sur sa messagerie. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai appelé une deuxième fois. Messagerie. La panique commençait à se transformer en une rage froide. J'ai appelé une troisième fois, laissant le téléphone sonner, encore et encore, une sonnerie stridente qui résonnait dans le silence de mon bureau. Finalement, elle a décroché. Allô ? Sa voix était agacée, comme si je la dérangeais en plein milieu de quelque chose d'important. Maman. C'est quoi cette histoire de 90 000 € au domaine de la Couronne ? Un silence. Un long silence pesant. Puis, un soupir. Pas un soupir de regret. Un soupir d'exaspération. Chloé, je comptais t'en parler. Vraiment. Mais les choses se sont bousculées, tout est allé si vite, tu ne peux pas l'imaginer. C'est pour le mariage de Lucas,
n'est-ce pas, ai-je demandé, ma voix tremblante de fureur contenue. Oui. Lui et Camille sont tellement amoureux. Et ce lieu? Chloé, si tu voyais ce lieu. C'était une occasion unique, une annulation de dernière minute, une offre incroyable qu'on ne pouvait absolument pas laisser passer. C'était un signe du destin. Le sang me battait aux tempes. Pourquoi? Pourquoi ne pas m'avoir demandé? Pourquoi me mentir en parlant d'une urgence? Et là, sa réponse m'a anéanti. Elle a répondu sans la moindre hésitation, d'un ton parfaitement calme et naturel, comme si elle disait la vérité la plus évidente du monde. Mais je te l'ai demandé, ma chérie. Tu as dit oui. Tu te souviens? Tu nous as dit qu'on pouvait compter sur toi. Ne sois pas si dramatique. J'étais sans voix. Elle ne se contentait pas de mentir. Elle réécrivait la réalité. Elle me faisait passer pour une folle, une menteuse. Elle a continué, sa voix se faisant plus douce, plus manipulatrice. Et puis, honnêtement, tu n'utilisais pas cette ligne de crédit. C'est important pour la famille, Chloé. Pour ton frère. Pour son bonheur. Notre famille. Comme si je n'en faisais pas partie. Comme si mon existence, ma sécurité financière, mes limites n'avaient aucune importance face au désir de leur fils en or. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Ce n'était pas l'argent. C'était la trahison. La facilité avec laquelle il m'avait menti, m'avait utilisé. Il ne m'avait pas simplement pris de l'argent. Il m'avait volé ma voix, ma réalité. Et je n'avais pas encore découvert l'ampleur de leur plan. Comment aurait-il pu aller encore plus loin? Vous n'allez pas le croire. Il n'avait pas fini de me dépouiller. Cette nuit-là a été un véritable enfer. Je me retournais sans cesse dans mon lit, le dialogue avec ma mère tournant en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Chaque mot était une gifle. Ne sois pas si dramatique. Tu as dit oui. J'avais l'impression de devenir folle, de douter de ma propre mémoire. Étais-je si insignifiante pour eux qu'ils pouvaient effacer ma volonté d'un simple revers de main? J'ai fini par me lever et j'ai passé le reste de la nuit sur mon canapé, à regarder la ville s'illuminer, le cœur en miettes. Le lendemain matin, j'étais un zombie. Épuisé, les yeux cernés, je me suis fait un café extra fort, essayant de rassembler mes esprits. Je devais les affronter, leur dire que c'était inacceptable. Je devais appeler ma banque, faire opposition, annuler cette transaction. J'ai cherché le numéro de mon conseiller, prêt à déclencher une guerre. C'est à ce moment précis que mon téléphone a sonné. C'était Lucas. Mon cœur a fait un bond. Une partie de moi, naïve et désespérée, a espéré qu'il allait s'excuser. Qu'il n'était pas au courant de la manipulation de ma mère. Quelle idiote j'étais. Chloé. Salut, c'est moi. Sa voix était enjouée, chaleureuse, comme si de rien n'était. Comme si mon monde ne venait pas de s'écrouler. Salut Lucas, ai-je répondu d'une voix blanche. Dis, je t'appelle parce que maman m'a dit que vous aviez eu une petite discussion hier. Elle est un peu inquiète, elle dit que tu avais l'air contrarié. J'ai attendu. Pas un mot d'excuse. Pas une once de remords. Il ne m'a même pas demandé ma version des faits. Il partait du principe que j'étais contrarié, comme une enfant qui fait un caprice. Écoute, a-t-il continué d'un ton calme et raisonnable, je sais que les finances, c'est compliqué, et que 90 000 euros, ça peut paraître beaucoup. Ça peut paraître beaucoup? J'ai failli m'étouffer. Mais ce mariage, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Pour Camille, c'est le rêve de sa vie. Elle a toujours voulu un mariage de princesse. Et tu sais comment sont les parents. Ils sont tellement stressés avec tous les préparatifs, ils veulent que tout soit absolument parfait. Ils font ça par amour pour moi, pour nous. Il parlait comme s'il était un médiateur neutre, et non le principal bénéficiaire de cette escroquerie. Ce lieu, le domaine de la couronne, c'était une opportunité folle. Camille est tombée amoureuse de l'endroit dès qu'elle l'a vu sur un magazine. C'était ça ou attendre 2 ans pour avoir une date. Tu imagines? Pour elle, l'annulation de dernière minute, c'était un signe du destin. On ne pouvait pas laisser passer ça. Il a fait une pause, attendant ma réaction.
Je suis restée silencieuse, le laissant s'enfoncer dans son propre marécage de mensonges. Je sais que tu as toujours été la plus compréhensive de nous deux, Chloé. Tu as toujours eu les pieds sur terre, tu as toujours été la plus mature. On a vraiment besoin de ton soutien sur ce coup-là. On a besoin que la famille soit unie, qu'on présente un front uni. Ne fais pas de vagues, d'accord? S'il te plaît. Ne rends pas les choses plus difficiles pour papa et maman. Ils sont si heureux, je ne les ai pas vus comme ça depuis des années. Et puis la phrase finale, celle qui a scellé son sort dans mon esprit, celle qui a éteint la dernière étincelle d'affection que je pouvais avoir pour lui. Je sais que tu feras ce qui est juste pour cette famille. Tu l'as toujours fait. J'ai raccroché sans un mot. La nausée me submergeait. Il n'avait pas appelé pour s'excuser. Il n'avait pas appelé pour comprendre. Il avait appelé pour s'assurer que j'allais bien me tenir tranquille. C'était une opération de contrôle des dommages, une mission de neutralisation. Il ne me voyait pas comme sa sœur. Il me voyait comme un problème potentiel à gérer. Il était complice. Pire, il était un acteur actif de cette manipulation. Il avait été envoyé en première ligne par nos parents pour calmer la folle qui osait se plaindre qu'on lui avait volé l'équivalent d'un apport pour un appartement. Ce n'était pas une famille. C'était une organisation. Une petite entreprise où j'étais le département des finances et du nettoyage des problèmes, un département qu'on ne consultait jamais mais dont on attendait qu'il fonctionne sans jamais se plaindre. Là, dans ma cuisine, la tristesse a commencé à se transformer en quelque chose d'autre. Une colère froide, dure et tranchante comme du verre brisé. Ils pensaient que j'allais me taire et accepter. Ils pensaient que quelques mots mielleux suffiraient à me faire rentrer dans le rang. Ils avaient tort. Terriblement tort. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté toute la famille? Auriez-vous appelé la banque pour tout annuler, au risque de détruire le mariage de votre frère et de provoquer une guerre familiale sans précédent? Dites-le moi dans les commentaires, votre opinion m'intéresse vraiment, car à ce moment-là, j'étais complètement perdue. La conversation avec Lucas avait été la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà plein à craquer. La colère avait définitivement remplacé la tristesse. Fini la Chloé silencieuse, la Chloé conciliante, la Chloé qui ravalait sa peine pour préserver une paix familiale qui n'existait que dans son imagination. Ce week-end-là, j'ai pris ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Écully, une banlieue chic de Lyon. La maison où j'avais grandi, mais où je ne m'étais jamais vraiment sentie chez moi. Chaque virage de la route ravivait un souvenir, chaque kilomètre me rapprochait de l'inévitable confrontation. Je répétais dans ma tête ce que j'allais leur dire, j'essayais de trouver les mots justes, les mots qui les forceraient enfin à comprendre. Quand je suis entrée sans frapper, la scène qui s'est offerte à moi était presque une caricature, une parodie grotesque de la famille parfaite. Ma mère, Isabelle, était au téléphone avec le traiteur, débattant avec une passion dévorante entre le homard thermidor et le filet de bœuf Wellington. Mon père, Bernard, était penché sur la grande table de la salle à manger, qui était recouverte d'échantillons de faire-part, de rubans de satin et de polices de caractères calligraphiés. Lucas et sa fiancée, Camille, étaient à côté de lui, riant aux éclats en regardant des photos de bouquets de pivoine sur une tablette. Ils planifiaient une fête somptueuse, un événement digne d'un couple royal, avec mon argent, et ils le faisaient avec une insouciance qui me donnait la nausée. Personne ne m'a vraiment salué. Juste un nain, Chloé, tu es la distraite de ma mère, qui a immédiatement replongé dans sa conversation sur les canapés. J'ai posé mon sac sur le sol avec un bruit sec. Ma voix était calme, mais elle a tranché l'atmosphère festive comme un couteau. Il faut qu'on parle. Maintenant. Ma mère a levé les yeux au ciel, un geste de pur agacement. Chloé, on est très occupés. Tu vois bien. On pourra parler plus tard ce soir, peut-être. Non. On parle de 90 000 euros. On parle de mon argent, de mes économies, de mon avenir. On en parle maintenant. Le silence est tombé dans la pièce. Un silence lourd, électrique. Camille, la fiancée, a soudain semblé très mal à l'aise, fixant un point invisible sur le mur. Lucas a baissé la tête, incapable de croiser mon regard. Mon père a enlevé ses lunettes de lecture et m'a regardé avec un air de profond agacement, comme si j'étais une enfant mal élevée qui interrompait une conversation d'adulte. Chloé,
On ne va pas recommencer avec cette histoire, a dit mon père d'un ton las, comme s'il était épuisé par mes enfantillages. Tu fais une montagne d'une taupinière. Une taupinière de 90 000 euros, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran. C'est la compte pour ma maison. C'est des années de travail, d'heures supplémentaires, de sacrifices. C'est ma mère qui a répondu, et ses mots étaient plus cruels que n'importe quelle gifle. Et alors une maison, ça peut attendre. L'amour, lui, n'attend pas. Ton frère est heureux, Chloé. Il est enfin heureux. Tu devrais être heureuse pour lui, au lieu d'être si égoïste et matérialiste. Égoïste. Matérialiste. Les mots sont sortis de sa bouche avec une telle facilité, comme des armes qu'elle avait l'habitude de manier. J'étais égoïste parce que je refusais de voir le travail de ma vie disparaître pour financer un caprice. J'ai tourné mon regard vers Lucas, le grand bénéficiaire de tout cela. Tu n'as rien à dire, c'est ton mariage. C'est ton bonheur qu'ils sont en train d'acheter avec mon argent. Il a finalement levé les yeux, l'air d'un martyr, d'une victime. Chloé, s'il te plaît, ne nous fais pas ça. Ne gâche pas ce moment. C'est censé être le plus beau jour de notre vie. Tu es en train de tout gâcher avec ta négativité. Il ne s'agissait pas de ce qui était juste. Il s'agissait de préserver leur bonheur, leur image, leur conte de fées, à n'importe quel prix. Mon prix. Le soir, au dîner, l'ambiance était glaciale. Ils parlaient entre eux, de la musique, des invités, des fleurs, m'excluant complètement de la conversation. J'étais assise là, une étrangère à leur table. Puis, mon père s'est levé, un verre de vin à la main. Je voudrais porter un toast. Tous les regards se sont tournés vers lui, des sourires aux lèvres. À mon fils, Lucas. L'homme qui a surmonté tant d'épreuves et qui a apporté tant de lumière dans cette famille. Tu nous as rendus si fiers. Nous t'aimons. Ils ont tous levé leur verre. À Lucas. Personne ne m'a regardé. J'étais invisible. Une chaise vide. Un portefeuille. Ce n'était pas seulement une humiliation, c'était une annulation. Il m'effaçait de l'histoire familiale, sous mes propres yeux. Ce moment a déclenché quelque chose en moi. Un souvenir. Le jour de ma remise de diplôme universitaire. J'avais travaillé si dur, j'étais la première de la famille à avoir un master. Sur le programme officiel, ils avaient mal orthographié mon nom. Un détail, mais un détail qui disait tout. Presque. J'étais presque importante. Presque vue. J'ai posé ma fourchette. Ma voix était à peine un murmure, mais elle a résonné dans le silence. Savez-vous seulement de quelle université j'ai été diplômée? Quel était le sujet de mon mémoire? Personne n'a répondu. Le visage de ma mère est resté vide. Camille a regardé son assiette avec un intérêt soudain. Finalement, mon père a grommelé, « Chloé, ce n'est vraiment pas le moment pour tes petites crises d'attention. » J'ai hoché la tête. Lentement. Non. Vous avez raison. Ce n'est plus le moment. Je me suis levée, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Sans un mot de plus. Ils ne m'ont pas retenue. En rentrant à Lyon cette nuit-là, la radio éteinte, les lumières de la ville défilant comme des fantômes, je n'étais plus triste. La colère avait fait place à une sorte de clarté glaciale. Il ne changerait jamais. Mais moi, je le pouvais. Et je le ferais. De retour dans la solitude protectrice de mon appartement, le silence n'était plus assourdissant, mais apaisant. Il était le bienvenu après le vacarme de leur déni. J'ai allumé mon ordinateur, non pas par colère, mais avec la froide précision d'une enquêtrice. Je devais connaître toute l'étendue des dégâts. Ce que j'ai découvert a dépassé mes pires craintes et a solidifié ma résolution. Ce n'était pas seulement la compte de 90 000 euros. En épluchant mes relevés de cartes de crédit en ligne, j'ai vu une constellation de petites et moyennes dépenses, comme une hémorragie lente et continue. 3 500 euros pour le fleuriste. 2 800 euros pour la location des smokings du marié et des témoins. 1 200 euros pour une dégustation privée chez le traiteur. 800 euros pour le créateur des faire-part. Une liste interminable de dépenses somptueuses, toutes prélevées sur ma carte, sans permission, sans même un avertissement. Il m'avait siphonné, goutte à goutte, avec une arrogance stupéfiante.
Le total dépassait maintenant les 98 000 euros. Le lendemain, au travail, j'étais un fantôme. Je fixais mon écran, mais les chiffres et les lignes de code se brouillaient devant mes yeux. Je revoyais sans cesse les lignes de mon relevé bancaire. C'est ma collègue et amie, Sophie, qui m'a sorti de ma torpeur. Elle est venue s'asseoir à mon bureau avec 2 tasses de café. Chloé, ça ne va pas du tout. Tu as l'air d'avoir vu un mort. Raconte-moi. D'habitude, je suis très secrète sur ma vie de famille. C'est une sorte de honte que je portais, le sentiment d'être la pièce défectueuse d'un puzzle en apparence parfait. Mais là, j'étais à bout. Les mots sont sortis, un torrent incontrôlable de frustration, de douleur et d'incrédulité. Je lui ai tout raconté. La carte, le mariage, le mensonge, la confrontation, les nouvelles dépenses que je venais de découvrir. Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, son visage passant de la surprise à l'indignation. Quand j'ai eu fini, essoufflée et les larmes aux yeux, elle a secoué la tête et a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Une phrase qui a tout changé. Chloé, ce n'est pas de l'amour familial, ça. Ce n'est même pas un drame familial. C'est de la fraude avec un sourire. Fraude. Le mot a résonné en moi. Ce n'était pas un mot que j'avais osé utiliser, même dans mes pensées les plus sombres. Mais elle avait raison. Ils avaient commis une fraude. Et ils l'avaient fait en me souriant, en me disant qu'ils m'aimaient, en invoquant la sacro-sainte famille. Cette conversation a été un électrochoc. Je ne pouvais plus considérer cela comme une simple dispute. C'était plus grave. En rentrant chez moi, j'ai été prise d'une énergie nouvelle. J'ai sorti du fond de mon placard une vieille boîte en carton que je n'avais pas ouverte depuis des années. Une boîte à souvenirs. Ou plutôt, une boîte à preuves. J'ai sorti une vieille photo. Un été, ma famille était partie en vacances à Biarritz. J'avais 14 ans. Ils m'avaient dit qu'ils avaient besoin de temps pour se retrouver en petit comité, pour aider Lucas à guérir de son passé difficile. J'étais restée seule chez ma tante, me sentant comme un meuble encombrant. Sur la photo, ils riaient tous sur la plage, le soleil dans les cheveux. J'étais absente. Une autre image m'est revenue, aussi nette qu'un film. Mon menton fendu à 12 ans, après une chute à vélo. 6 points de suture. J'avais attendu seule 2 heures aux urgences parce que ma mère était à un rendez-vous de thérapie pour Lucas et ne répondait pas au téléphone. C'est une infirmière qui m'avait tenu la main. Puis, mes 18 ans. Ils avaient oublié. Complètement. Le lendemain, ma mère avait ramené un gâteau de supermarché avec le nom de Lucas dessus. Désolée, ils se sont trompés dans la commande, avait-elle dit sans même me regarder dans les yeux. Et enfin, il y a quelques années, pendant la crise économique. Ils allaient perdre la maison. J'ai fait un chèque de 15 000 euros, vidant presque mon compte épargne. On te remboursera dès qu'on sera sur pied, avait dit mon père, la main sur mon épaule. Je n'ai jamais revu un centime. Jamais entendu un « merci ». J'ai posé la photo. Les larmes ne coulaient pas. Une certitude froide m'a envahi. Ils ne m'avaient jamais choisi. Jamais. J'étais leur plan B, leur filet de sécurité, leur banque. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un fichier sur mon ordinateur. Un fichier que j'avais créé des années auparavant, presque comme une blague amère. Je l'avais appelé « le grand livre de compte familial ». Au début, c'était pour les petites choses, l'essence que je payais, les factures de téléphone que je couvrais. Mais avec les années, les entrées étaient devenues plus lourdes. 2018, aides auditives de papa, 1 600 €. 2019, réparation du climatiseur de maman, 4 300 €. 2021, frais de scolarité du neveu que Lucas ne pouvait pas payer, 2 500 €. J'ai fait défiler la liste. Le total était déjà stupéfiant. Et puis, tout en bas, j'ai ajouté une nouvelle ligne, en lettres capitales. Date, 2025. Description, dépenses DE mariage DE Lucas, non autorisé. Montant, 98 300 €, et plus à venir. Dans la colonne des notes, j'ai écrit, ce n'est pas de la famille. C'est une obligation. J'ai regardé l'écran, le curseur clignotant. Et pour la première fois, je ne me sentais plus comme une victime.
Je me sentais comme une comptable. Une comptable qui s'apprêtait à faire un audit final et à envoyer la facture. J'ai cliqué sur « Imprimer ». 40 pages. 40 pages de promesses non tenues et de sacrifices invisibles. Ce n'était plus une question de tristesse. C'était devenu une question de preuve. Mais que peut-on faire avec des preuves quand votre propre famille est votre adversaire, et qu'ils sont prêts à tout pour protéger leur version de l'histoire? Armée de mon dossier de 40 pages, je me sentais différente. Plus forte, plus ancrée dans la réalité. Je n'allais pas chez eux pour me battre ou pour pleurer. J'allais leur présenter les faits, noir sur blanc. Je méritais au moins ça, une reconnaissance de la vérité. Mais la réalité, comme toujours avec ma famille, allait dépasser mes attentes de la manière la plus tordue et la plus choquante qui soit. Quelques jours plus tard, alors que je réfléchissais à la meilleure façon de leur présenter mon livre de comptes, Lucas m'a de nouveau appelé. Sa voix était enjouée, presque excitée, comme si nos précédentes conversations n'avaient jamais eu lieu. Chloé, il faut absolument qu'on se voie. J'ai une proposition incroyable à te faire. Quelque chose qui va changer nos vies, je te le promets. Contre mon gré, une lueur de curiosité malsaine s'est allumée. Quelle nouvelle manipulation allait-il tenter? J'ai accepté de le rencontrer, non pas par espoir, mais pour rassembler plus d'informations. Nous nous sommes retrouvés dans un café chic de la Presqu'île, un de ses endroits favoris. Il était impeccable, comme toujours, dans une chemise coûteuse, l'air d'un jeune entrepreneur à qui tout réussit. Il dégageait une confiance en soi qui aurait pu être admirable si elle n'avait pas été construite sur les mensonges et les sacrifices des autres. Il a commandé des cafés et est entré directement dans le vif du sujet, avec le charme d'un serpent. Bon, je sais que les dernières semaines ont été un peu tendues à cause de cette histoire d'argent. Maman et papa ne gèrent pas toujours bien les choses, ils peuvent être maladroits, mais leur cœur est à la bonne place. Tu le sais. Il a fait une pause, me regardant avec une sincérité feinte qui me donnait la nausée. Je veux arranger les choses. Vraiment. Je veux que tu sois impliqué, pas seulement dans le mariage, mais dans notre futur. Un futur brillant. Mon cœur a raté un battement, non pas d'espoir, mais d'appréhension. Était-ce possible qu'il soit encore plus tordu que je ne l'imaginais? Quel futur? Ai-je demandé, ma voix aussi neutre que possible. Il s'est penché en avant, son visage s'illuminant d'une avidité à peine contenue. L'immobilier, Chloé. L'immobilier de luxe. Je monte une petite agence de conseil, très sélecte, pour des clients fortunés. C'est un projet énorme. Les investisseurs adorent l'angle familial. Ça inspire confiance, ça montre des racines, de la stabilité. Je ne voyais toujours pas le rapport avec moi. Et moi, dans tout ça? Son sourire s'est élargi, un sourire carnassier. Il a baissé la voix, comme pour me confier le plus grand des secrets. Eh bien, l'entreprise est déjà créée. Les statuts sont déposés. Elle s'appelle Conseil Rivière. Un nom solide, crédible, tu ne trouves pas? C'est notre nom de famille. C'est ton nom, techniquement. Je suis resté immobile. Le bruit du café, les conversations autour de nous, tout semblait s'être évanoui. Il n'y avait plus que sa voix, ces mots qui résonnaient dans ma tête. Je ne comprenais pas. Il a continué, aveugle à mon état de choc, emporté par son propre génie. C'est juste de la paperasse, Frangine. On arrangera ça plus tard, bien sûr. Mais pour le lancement, pour obtenir les premiers prêts et pour rassurer les investisseurs, utiliser ton nom nous donne une crédibilité instantanée. Tu n'as pas de dette, une situation stable, un historique bancaire impeccable. C'est parfait. C'est juste un petit coup de pouce pour démarrer. Tu sais comment ça marche, le monde des affaires. C'est une question d'image. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le vertige m'a prise. J'ai cligné des yeux, une fois. 2 fois. Ma voix était un souffle, un murmure étranglé. Tu as utilisé mon nom? Pour créer une entreprise? Avec mon numéro de sécurité sociale? Sans me le dire? Il a eu un petit rire, un rire de pitié, comme si j'étais une enfant stupide qui ne comprenait rien au monde des grands. Allez, Chloé, c'est la famille. On est une équipe. Ton succès,
c'est mon succès, et vice-versa. Quand l'entreprise décollera, tu seras récompensé, je te le promets. Je me suis levé. Le dossier de 40 pages dans mon sac me semblait peser une tonne. Je ne l'ai pas giflé. Je n'ai pas crié. Je l'ai simplement regardé, et pour la première fois, j'ai vu qui il était vraiment. Pas mon frère. Pas un membre de ma famille. Mais un parasite. Un parasite souriant qui se nourrissait de ma vie, de mon travail, de mon nom, et qui appelait ça de l'amour. J'ai posé un billet de 10 € sur la table pour payer les cafés. Puis, je lui ai tourné le dos et je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. En marchant dans les rues de Lyon, une seule pensée tournait en boucle dans ma tête, claire et froide comme l'acier, ce n'était plus une fraude. C'était une usurpation d'identité. Le jeu venait de changer de dimension. Ils n'avaient pas seulement pris mon argent. Ils avaient volé qui j'étais. Comment riposter face à une trahison de cette ampleur? La réponse allait être bien plus spectaculaire qu'un simple dossier imprimé. Elle allait être légale, publique et dévastatrice. Après la révélation de Lucas, je n'ai pas perdu une seule seconde. Le lendemain matin, à la première heure, j'étais dans le bureau de Maître Dubois. Mon dossier de 40 pages posé entre nous. J'ai raconté la dernière conversation avec Lucas, ma voix dénuée d'émotion. Elle m'a écouté, ses yeux s'écarquillant légèrement à la mention de la création de la société. Quand j'ai eu fini, elle a joint ses mains sur son bureau et m'a regardé droit dans les yeux. Mademoiselle Rivière, ce n'est plus un conflit familial. C'est une usurpation d'identité caractérisée et une fraude financière. C'est une infraction pénale. Nous avons tout ce qu'il faut pour déposer une plainte. Le mot « pénal » a fait écho dans son bureau austère. Il rendait la situation terriblement réelle. Pourtant, une petite partie de moi, stupide et faible, hésitait encore. Déposer plainte contre sa propre famille, c'était un pas que je n'étais pas encore prête à franchir. Pour l'instant, ai-je dit, je veux juste qu'ils arrêtent. Je veux qu'ils dissolvent cette société et qu'ils me remboursent. Maître Dubois a hoché la tête, compréhensive. Très bien. Nous allons commencer par une mise en demeure. Formelle, glaciale, et sans aucune ambiguïté. Elle leur donnera 48 heures pour se conformer à nos exigences, sans quoi des poursuites judiciaires seront immédiatement engagées. Elle a rédigé la lettre sous mes yeux. C'était une œuvre d'art de rhétorique légale, chaque mot pesé, chaque menace implicite. J'ai décidé de la livrer moi-même, par coursier, pour m'assurer qu'ils la reçoivent. Je pensais que cette lettre, ce document officiel, les ferait enfin réagir. Qu'ils comprendraient qu'ils étaient allés trop loin. Je pensais que cela provoquerait une conversation, des négociations, peut-être même des excuses. J'avais tort. Leur réponse a été bien plus brutale, bien plus publique. Le lendemain, vers 11 h du matin, j'étais en pleine réunion de brainstorming avec mon équipe dans notre grand open space au quartier de la Pardieu. L'ambiance était créative, détendue. Soudain, j'ai entendu un vacarme dans le hall d'entrée. Une voix forte, une voix que je connaissais trop bien, une voix chargée de fureur. C'était mon père. Il a déboulé dans l'open space comme un taureau dans une arène, le visage rouge de colère, agitant une copie de la lettre de l'avocate. Mes 20 collègues se sont tus instantanément. Mon chef a levé la tête de son ordinateur, stupéfait. « Chloé » a-t-il hurlé. Mon nom a résonné contre les vitres de l'immeuble. Je me suis levée, sentant tous les regards se tourner vers moi, un mélange de curiosité et de pitié. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon visage est resté impassible. J'étais prête. « Tu oses » a-t-il crié en s'approchant de mon bureau. « Tu oses envoyer des menaces légales à ta propre famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Il a frappé mon bureau avec son poing. Plusieurs de mes collègues ont sursauté. « On t'a nourri, logé, éduqué. Tu n'étais rien sans nous. Et voilà comment tu nous rembourses? Avec des avocats? En nous traitant comme des criminels? » Je suis restée silencieuse. Mon silence semblait le rendre encore plus fou. Il cherchait une réaction, une dispute, une justification pour sa colère. Je ne lui ai rien donné. Et puis, il a porté le coup de grâce. Le coup le plus bas, le plus cruel, celui qui visait à me détruire.
Tu oublies, hein, a-t-il craché, sa voix pleine de venin. Tu oublies quand tu avais 15 ans et que tu as fait pipi au lit à cause d'un orage? Tu étais terrifié, en larmes. Qui a nettoyé tes draps en secret à 3 heures du matin pour que personne ne se moque de toi? C'est ta mère. Cette famille a protégé ta honte, et toi, tu nous craches dessus. Tu es ingrate et sans cœur. Un silence de mort est tombé sur le bureau. Mes collègues baissaient les yeux, profondément gênés pour moi. J'ai senti mes joues brûler, non pas de honte, mais d'une rage pure et blanche. Il avait utilisé un souvenir intime, une vulnérabilité d'enfant, une preuve d'amour de ma mère à l'époque, pour m'humilier publiquement. Pour me briser. La sécurité est arrivée, alertée par la réceptionniste. 2 agents, grands et calmes, se sont approchés de lui. Vous n'avez pas élevé une fille, ai-je finalement dit, ma voix tranchante comme une lame de rasoir. Vous avez élevé un bouclier. Un portefeuille. Et il est définitivement fermé. Alors qu'il l'escortait fermement vers la sortie, il s'est retourné et a crié une dernière menace, une promesse. Tu vas le regretter. Tu t'es fait des ennemis de ton propre sang. Tu finiras seul. Les portes vitrées se sont refermées derrière lui. J'étais seul, au milieu des murmures et des regards en coin. Mon chef s'est approché et m'a mis une main sur l'épaule. Prends le reste de ta journée, Chloé. J'ai hoché la tête, j'ai pris mon sac et je suis parti. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé pour de bon. Ce n'était pas mon cœur. C'était la dernière chaîne de culpabilité qui me liait à eux. Ils n'avaient pas seulement déclaré la guerre. Ils venaient de me donner la permission de la gagner. Par tous les moyens nécessaires. L'humiliation au bureau a été un point de non-retour. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai ressenti un calme étrange, une détermination froide et implacable. Ils avaient franchi une ligne que je n'aurais jamais cru possible. Ils avaient tenté de me briser professionnellement et personnellement, de m'isoler en m'humiliant devant mes pairs. La mise en demeure n'était qu'un avertissement. Il était temps de passer à l'action, une action silencieuse, méthodique et dévastatrice. Le lendemain, j'ai pris ma journée. Ma première destination n'a pas été le bureau de mon avocate, mais le greffe du tribunal de commerce de Lyon. C'était un bâtiment administratif gris et sans âme, le genre d'endroit où les drames de la vie sont consignés sur du papier officiel, loin des cris et des larmes. L'atmosphère était feutrée, presque religieuse. J'ai donné mon nom, présenté ma carte d'identité, et demandé à consulter les statuts de la société, Conseil Rivière. La fonctionnaire m'a regardé avec une curiosité polie, mais n'a posé aucune question. 20 minutes plus tard, je tenais dans mes mains la preuve irréfutable. Un dossier complet. La société était bien enregistrée à mon nom, avec mon numéro de sécurité sociale, et une adresse de domiciliation qui correspondait à une boîte postale liée à l'immeuble de Lucas. Il avait tout falsifié. Ce n'était plus seulement une usurpation d'identité pour obtenir de la crédibilité. C'était une fraude fiscale et sociale en devenir. Il prévoyait de gérer des transactions, d'embaucher, de payer des salaires, tout cela sous mon identité. J'étais légalement responsable de tout ce qu'il ferait. La pensée m'a donné le vertige. Je n'ai pas appelé Lucas. Je n'ai pas appelé mes parents. J'avais fini de parler. J'ai passé le reste de la matinée dans un centre de reprographie, près de la gare de Perrache. J'ai scanné chaque document. Chaque page. Le KBIS, les statuts, le formulaire de déclaration. J'ai créé un dossier numérique complet, méticuleusement organisé, que j'ai sauvegardé sur une clé USB et sur un cloud sécurisé. J'ai aussi fait 3 copies papier de l'ensemble du dossier. Ensuite, j'ai fait 2 choses, depuis un cybercafé pour ne laisser aucune trace. La première a été d'écrire un long email. J'ai créé une adresse email anonyme, quelque chose comme justicièresilencieux75@protonmail.com. J'ai rédigé un texte factuel, sans émotion, presque clinique, expliquant la situation, l'utilisation non consentie de ma carte de crédit pour un mariage, l'usurpation d'identité pour la création d'une société, les preuves à l'appui. J'ai joint tous les documents scannés. Et j'ai envoyé cet email à une seule personne, un blogueur d'investigation lyonnais,
connu pour son intégrité, sa ténacité à dénoncer les arnaques locales et les injustices, et surtout, pour sa haine des apparences trompeuses de la bourgeoisie locale. Je savais qu'il vérifierait chaque fait avant de publier quoi que ce soit. Je lui donnais tout ce dont il avait besoin sur un plateau d'argent. La deuxième chose a été plus officielle. J'ai rempli en ligne le formulaire de dénonciation anonyme sur le site de la Direction générale des finances publiques. C'était un processus long et fastidieux, mais je l'ai fait avec une concentration absolue. J'ai joint les mêmes documents. J'ai détaillé la fraude potentielle, le risque d'évasion fiscale, l'utilisation frauduleuse de mon identité. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Un petit message de confirmation est apparu. C'était fait. Les 2 bombes à retardement étaient armées et enclenchées. Je suis rentrée chez moi, épuisée mais sereine. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai sorti mes vieux albums de dessins de la cave. Quand j'étais enfant, ma mère, dans ses rares moments de tendresse, pliait mes dessins pour en faire des origamis en forme de feuilles. Elle me disait que j'avais le don de créer de la beauté en silence. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un compliment. Ce jour-là, j'ai compris que c'était une instruction. Sois belle, sois créative, mais surtout, tais-toi. J'ai pris une feuille de papier blanche. Lentement, méticuleusement, avec des gestes que mes mains n'avaient pas oubliés, je l'ai pliée en forme de feuille. Mais cette fois, ce n'était pas un dessin que je pliais. C'était ma déclaration de guerre silencieuse. Le mariage était dans une semaine. Ils étaient sûrement en train de choisir le vin, de finaliser le plan de table, persuadés qu'ils avaient gagné, que je m'étais écrasée après l'humiliation publique. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le silence peut être une arme redoutable, surtout quand il est sur le point d'être brisé de la manière la plus assourdissante qui soit. Le jour du mariage est arrivé. C'était un samedi d'août, une journée caniculaire, presque ironiquement parfaite. Le ciel était d'un bleu éclatant, sans un nuage. Je me suis réveillée avant mon réveil, non pas par anxiété, mais avec une étrange sensation de calme, comme le centre d'un cyclone. C'était le calme qui précède la tempête. Sur mon téléphone, 2 messages non lus, envoyés tard la veille. Un de Lucas, merci de te ressaisir, sœurette. Je savais que tu finirais par comprendre. Ça compte beaucoup pour nous. Et un de ma mère, tu verras, ma chérie. C'est ça, une famille. On se protège, même quand on ne se comprend pas toujours. Leurs mots dégoulinaient de condescendance et de soulagement. Ils croyaient que leur tactique de terreur avait fonctionné. J'ai regardé les messages, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas rendue au domaine de la couronne. Je n'avais aucune envie d'assister à leur triomphe, même si je savais qu'il serait de courte durée. Au lieu de ça, je me suis préparée tranquillement. J'ai pris une douche, j'ai mis une robe simple et je suis sortie. Je me suis installée dans un petit café discret et climatisé à quelques kilomètres de là, avec une bonne vue sur la rue, mais où personne ne ferait attention à moi. J'avais mon ordinateur portable, une connexion internet fiable, et une grande tasse de café noir. J'étais prête. À 11h45, 15 minutes avant le début prévu de la cérémonie, la première bombe a explosé. Le blogueur d'investigation a publié son article. Le titre était sobre, mais dévastateur, drame familial et fraude à Lyon, quand un mariage de rêve à 100 000 € cache une usurpation d'identité. L'article était brillant. Il ne mentionnait pas encore nos noms de famille, mais il détaillait l'histoire avec une précision chirurgicale, l'utilisation de la carte de crédit d'un proche vulnérable, la création de la société, conseillère, et publiait des versions floutées mais reconnaissables des documents que je lui avais envoyés. Il a partagé l'article sur tous ses réseaux sociaux, où il avait des dizaines de milliers d'abonnés. Le feu de forêt numérique était allumé. Pendant ce temps, au mariage, les invités prenaient place sur des chaises blanches élégantes, disposées dans les jardins à la française du château. Les violons jouaient une mélodie douce et romantique. Tout était parfait, une mise en scène impeccable. Grâce à un contact, un ami d'un ami qui travaillait pour le traiteur et que j'avais payé pour ce service, j'avais un lien vers un live stream privé, filmé discrètement depuis un téléphone. La qualité n'était pas parfaite, mais suffisante. Je pouvais voir la foule, les sourires, l'anticipation. Je pouvais voir ma mère, Isabelle,
dans une robe de créateur, rayonnante, serrant sa pochette comme si elle contenait sa dignité. Je pouvais voir mon père, Bernard, saluant les invités avec l'assurance d'un patriarche comblé. À 12h15, alors que le prêtre s'apprêtait à commencer, mon deuxième acte s'est joué. J'avais payé un service de coursier de luxe pour une livraison urgente et personnelle. Un jeune homme en uniforme impeccable s'est approché poliment de ma mère et lui a tendu une enveloppe cartonnée, élégante et scellée à la cire. Dessus, j'avais écrit à la main, avec ma plus belle calligraphie, pour ceux qui osent encore me traiter d'ingrate. Intriguée, pensant peut-être à une carte de vœux tardive d'un invité, elle l'a ouverte. Je l'ai vue sur mon écran. Son sourire s'est figé. À l'intérieur, il n'y avait pas de carte. Il y avait la première page de mon grand livre de compte familial, de 40 pages, avec le total entouré en rouge. Il y avait une impression de l'email que j'avais envoyé à l'administration fiscale, avec l'heure et la date bien visibles. Et au-dessus, un simple post-it, avec seulement 4 mots, j'étais silencieuse, pas aveugle. J'ai vu son visage se décomposer. La couleur a quitté ses joues. Elle a attrapé le bras de mon père, lui montrant les papiers avec une main tremblante. Il a lu par-dessus son épaule, et son visage est devenu blême. Au même moment, les téléphones des invités ont commencé à vibrer. L'article du blogueur se propageait comme une traînée de poudre. Un murmure a commencé à enfler dans l'assemblée. Un cousin a montré son téléphone à sa voisine, la bouche ouverte. Un autre a secoué la tête, l'air choqué. La musique s'est arrêtée. Le silence est devenu pesant. Puis, la mariée, Camille, est arrivée au bras de son père, resplendissante. Elle s'est arrêtée net, sentant la tension palpable dans l'air, l'atmosphère glaciale. Elle a regardé mes parents, puis Lucas, qui se tenait près de l'autel et qui venait de lire quelque chose sur son téléphone. Son visage était vidé de toute couleur. Il ressemblait à un fantôme. Il a marmonné quelque chose à l'oreille de Camille, quelque chose d'inaudible, puis il a tourné les talons et s'est précipité hors de la cérémonie, son téléphone collé à l'oreille, presque en courant. C'était le signal. Le chaos a éclaté. Des invités se sont levés, chuchotant, certains partant carrément sans un mot. Camille est restée là, seule au milieu de l'allée, son voile flottant tristement, son rêve de princesse se transformant en un cauchemar public et humiliant. Dans mon café, j'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. J'ai pris une serviette en papier sur la table. Lentement, avec des gestes précis, je l'ai pliée en forme de feuille, comme ma mère me l'avait appris. J'ai laissé l'origami sur la table, un petit fantôme blanc de mon passé. J'ai payé mon café en espèces et je suis sortie dans la chaleur écrasante de l'après-midi. Je n'ai pas souri. Je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe. Juste un immense, un profond, un définitif soulagement. Le silence était enfin rompu. Et le son qu'il faisait était celui d'un monde construit sur des mensonges qui s'écroulent. Après le mariage qui n'a jamais eu lieu, il y a eu le silence. Un silence total, absolu, plus profond que tout ce que j'avais connu auparavant. Aucune tentative de contact. Pas d'appel en colère, pas de message de haine, pas de visite surprise pour m'humilier à nouveau. C'était comme si, en cessant d'être utile, en cessant d'être leur portefeuille silencieux, j'avais tout simplement cessé d'exister pour eux. Ce silence a été leur confession finale, plus éloquente que n'importe quel aveu. Il confirmait ce que j'avais toujours su au fond de moi, je n'étais pas leur fille, j'étais une fonction. Et une fonction défectueuse est une fonction que l'on remplace ou que l'on jette sans un regard en arrière. Les conséquences de mes actions se sont déroulées sans moi, comme les ondulations à la surface de l'eau après qu'on y a jeté une pierre. J'ai appris par des connaissances communes, des bribes de conversation entendues, que la société de Lucas, Conseil Rivière, avait été immédiatement dissoute. Une enquête fiscale approfondie a été ouverte. Le blogueur, sentant l'ampleur de l'affaire, a publié un deuxième article, avec les noms cette fois, et l'histoire a fait le tour de notre petite communauté bourgeoise de Lyon. La honte les a recouverts d'un linceul. Eux qui avaient passé leur vie à construire une façade de respectabilité, de succès et de bonheur familial, voyaient maintenant leur véritable nature exposée à la vue de tous. J'avais simplement fourni le marteau pour briser le miroir. Camille, la fiancée,
a rompu les fiançailles la semaine suivante, incapable de supporter le scandale. Leur monde s'était bel et bien écroulé. Ma propre guérison a commencé par un acte symbolique, mais d'une puissance inouïe. Un mardi matin pluvieux, quelques mois plus tard, je me suis rendue à la mairie de Lyon. J'ai rempli un formulaire, payé les frais administratifs, et j'ai officiellement changé mon nom de famille. J'ai abandonné « Rivière », ce nom qui était devenu synonyme de trahison, de fardeau et d'invisibilité. J'ai pris le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, Lambert. C'était une femme forte, aimante et juste, qui avait toujours vu la lumière en moi, même quand j'étais dans l'ombre de mon frère. Ce n'était pas une fuite. C'était une reconquête. Je ne m'appelais plus Chloé Rivière, la fille silencieuse et serviable. Je m'appelais Chloé Lambert, la femme qui avait trouvé sa voie et qui apprenait à s'en servir. J'ai aussi commencé une thérapie, un pas que j'aurais dû faire des années plus tôt. Pendant des années, j'avais cru que le problème venait de moi. Que je n'étais pas assez aimable, pas assez intéressante, pas assez, tout. Ma thérapeute, une femme douce et perspicace, m'a aidé à déconstruire ces mensonges que j'avais intériorisés. Un jour, après plusieurs séances, elle m'a demandé « Quelle est la chose la plus difficile pour vous, maintenant que la tempête est passée ?» J'ai réfléchi un long moment, laissant la question infuser. « C'est de savoir que j'ai tout fait correctement », ai-je répondu, les larmes montant à mes yeux pour la première fois depuis des mois. J'ai été une bonne fille, une bonne sœur, une bonne professionnelle. J'ai coché toutes les cases de ce qu'on attendait de moi. Et malgré tout, ça n'a jamais été assez pour eux. Elle a hoché la tête, son regard plein d'empathie. Ça n'a jamais été assez pour eux, Chloé. Mais la vraie question est, est-ce que vous êtes enfin assez pour vous? Et pour la première fois de ma vie, j'ai pu répondre honnêtement, sans l'ombre d'un doute, une certitude tranquille s'installant dans mon cœur. Oui. Je suis assez pour moi. La vie, aujourd'hui, est plus calme. Plus simple. Plus authentique. J'ai déménagé dans un autre quartier de la ville, j'ai changé de numéro de téléphone. J'ai construit une nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne, une vie qui m'appartient vraiment. Parfois, en me promenant dans le parc de la Tête d'Or, je vois des familles rire, jouer, s'enlacer. Il y a encore une petite pointe de tristesse, le deuil pour la famille que je n'ai jamais eue et que je n'aurai jamais. Mais cette tristesse ne me submerge plus. C'est une cicatrice, la preuve d'une blessure qui a guéri, pas une blessure ouverte. Je sais que mon histoire est unique dans ses détails, mais universelle dans son essence. La dynamique de la famille, le poids des attentes, la douleur d'être invisible aux yeux de ceux qui devraient vous voir le mieux, ce sont des combats que beaucoup d'entre nous mènent en silence, derrière des portes closes et des sourires forcés. Mon histoire se termine ici, sur cette page blanche que je suis en train d'écrire. Mais peut-être que la vôtre commence. Si vous vous êtes reconnu dans mes mots, si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'être le pilier invisible de votre famille, sachez que vous n'êtes pas seul et que votre voix compte. Partagez votre histoire ou simplement vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Créons un espace où nos voix, longtemps silencieuses, peuvent enfin être entendues et validées. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de vie, de résilience et de reconstruction. Votre soutien m'est précieux et m'encourage à continuer. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Rappelez-vous toujours, vous avez le droit de définir vos propres limites. Vous avez le droit d'exiger le respect. Et surtout, vous avez le droit de vous choisir, vous, en premier. Prenez soin de vous.